Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être sur la Matrix, votre web TV généraliste. Merci pour ce nouveau rendez-vous dans le cadre de cette émission présidentielle 2025. On vous dit tout. Le 26 janvier dernier est né le PNTP, le Parti national pour le travail et le progrès. L'annonce a été faite par le président de ce nouveau parti politique, Jean-Rémy Yama, figure de proue du monde syndical au Gabon depuis plusieurs années, membre notamment du Dynamique Unitaire, mais également du SNEC USTM, lorsqu'il défendait la cause des travailleurs du monde de l'université au Gabon. Jean-Rémy Yama, qui a donc toujours été au cœur de la lutte pour l'instauration d'un véritable état de droit au Gabon, pour une justice sociale également, et qui est passé plusieurs fois par la case prison. Il franchit donc désormais le pas, il part du monde syndical pour entrer dans l'arène politique. J'ai le plaisir de recevoir dans cette émission un de ses principaux collaborateurs dans le cadre de la formation de ce parti politique, le PNTP. Je reçois dans ce studio Stéphane William Meillon. Il est membre du directoire provisoire de ce parti politique. Monsieur Meillon, bonjour. Bonjour, Monsieur Pambo. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Alors, quand on a écouté le discours du président du PNTP le dimanche 26 janvier dernier au quartier Louis, c'est dans le premier arrondissement de la commune de Libreville, on a mis le marqueur sur trois principaux axes qui sous-tendent donc son action ou qui sous-tendent l'action du PNTP dans l'arène politique nationale. Il y a un premier point relatif à la promotion de la justice sociale équitable, le deuxième, l'instauration d'une véritable gouvernance démocratique et le troisième, l'instauration d'un véritable état de droit au Gabon selon Jean-Rémy Yama. Mais il y a un point également soulevé lors de cette adresse face aux médias et en présence d'acteurs politiques et des figures de proue du monde syndical au Gabon, de la société civile gabonaise, le point sur la lutte contre la résurgence du Parti démocratique gabonais. Pourquoi avoir souligné ce point ? Je vous remercie à nouveau, Monsieur Pambo. Effectivement, le 26 janvier dernier, à lui, comme vous l'avez bien précisé, le Parti national pour le travail et le progrès est né. Dans les semaines à venir, il y aura un congrès constitutif qui mettra en place les instances et les hommes chargés de diriger ces instances. Donc je suis ici en tant que membre du comité, ou je veux dire membre du directoire provisoire de cette nouvelle formation politique qui est née en réaction à ce que nous voyons depuis l'avènement de la transition, cette transition était censée être l'avènement, je me répète, d'une nouvelle ère. D'une nouvelle ère d'espérance collective. Une nouvelle ère d'espérance collective comparable à 90, quand la conférence nationale a été établie, en mars 90 précisément. Il y avait des projections heureuses que les Gabonais voyaient dans cette conférence nationale pour mettre fin à quoi? Pour mettre fin à un système. Et ce système était incarné par le Parti démocratique gabonais. Donc, nous sommes arrivés le 30 août 2023. Le coup d'État qui est arrivé, ce ne s'est pas fait contre un parti politique, si ce n'est le Parti démocratique gabonais au pouvoir. Donc, cet avènement de la transition portait donc en elle-même, dans ses fondamentaux, la rupture avec l'ancien ordre. L'ancien ordre, je rappelle, a été déchu et a été incarné par le PDG qui, lui-même, en 90, pour tous les Gabonais, était censé tomber. Mais vous avez vu, 34 ans, ou je veux dire 33 ans après, le PDG a rebondi. Sa vision du Gabon, où je veux dire, ces politiques ont eu des effets néfastes qui ont continué d'appauvrir les Gabonais, qui ont créé le chômage, et à tel point que le chômage est devenu endémique. Et c'est pour cela que le PNTP est né. Il est né parce que le PDG à lui-même concentre tous les mots, ne mâchons pas nos mots, tous les mots que les Gabonais ont vécu et même continuent de vivre. Donc, l'ordre ancien qui était censé tomber le 30 août 2023, en fait, est en train de devenir notre présent, avec le risque, si rien n'est fait, qu'il s'impose comme notre
notre futur, comme l'a dit le président Yama. Est-ce qu'au sein du PNTP, vous épousez la pensée de certains Gabonais qui estiment que le CTRI, le Comité pour la transition et la restauration, c'est comme à coquiner le PDG depuis son arrivée à la tête du Gabon? Monsieur Yama, qui est le président du PNTP, a précisé que dans une dynamique d'inclusivité, la transition a pris tous les fils et toutes les filles qui pouvaient ou qui ont géré ce pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux à cause de qui le coup d'État est arrivé, on les voit revenir aux affaires. On a envie de dire, ils sont majoritairement aux affaires. Vous prenez le Parlement, c'est le cas, les deux chambres du Parlement provisoire de transition, je veux dire. Vous prenez le gouvernement. Vous savez, on n'a peut-être pas besoin d'avoir encore une carte de PDG, mais on est PDGiste dans l'âme. Quand le rapport qu'on a avec le pouvoir, c'est le cas. Faites le gouvernement, vous allez voir que le PDG, ou du moins ses anciens rejetons, sont majoritaires. Est-ce que ça veut dire que vous condamnez justement cette posture prise par le CTRI, celle de mettre en relief le caractère inclusif de sa gouvernance depuis le 30 août 2023? Nous en voulons un peu à la transition, mais également à nous-mêmes, monsieur Yama l'a dit, parce que nous avons été suffisamment trop tolérants. Nous avons été trop tolérants, je veux le dire. Le fait d'avoir accepté l'inclusivité a fait en sorte que dans l'euphorie du coup d'État, il y a eu un manque de vigilance. Et qui pouvait, le 30 août, quelques mois plus tard, s'imaginer vivre ce qu'on vit avec le retour du PDG. Et ce retour s'accompagne avec des traits narquois, en fait. C'est ce qui est indécent. D'où le terme utilisé par M. Yama, le retour en grande pompe d'un ordre passé, c'est-à-dire un ordre qui est déchu, qui revient avec indécence pour devenir notre présent. Actuellement, c'est le PDG qui côtoie le CETRI dans la gestion de la transition. Et le risque, si nous ne faisons rien, c'est que ce duo, en fait, s'impose dans le futur. Selon le PNT, comment procéder à cette rupture véritable avec le Parti démocratique gabonais, selon vous? Cette rupture passe d'abord par la prise de conscience qui a amené à la création du PNTP. Dans les jours à venir, nous allons sillonner le terrain pour réveiller les Gabonais, pour appeler à un sursaut national, un sursaut citoyen, mais surtout politique, parce que le PNTP est un parti politique. Qui dit parti politique dit conquérir le pouvoir ou participer à l'exercice du pouvoir. Pour l'instant, nous n'avons pas le pouvoir. Pour l'instant, nous ne participons pas à l'exercice du pouvoir. Donc, notre vocation, c'est de balayer cette manière de gouverner le Gabon pour implémenter ce que les Gabonais méritent, c'est-à-dire démocratie participative, partage par une redistribution équitable des richesses et, comme on le disait, on discute, on s'explique, et on regarde vers l'avant pour que la justice triomphe. Vous avez trois axes principaux justement qui sous-tendent votre action. Le premier axe, c'est celui relatif à la promotion de la justice sociale équitable. Qu'est-ce que cela veut dire de façon concrète? Je reprends le discours, là, en fait, je vous reprends les extraits du discours fondateur du 26 janvier. Le président de notre formation a pris l'exemple des pays qui avaient les mêmes caractéristiques que le nôtre, le Gabon. C'est-à-dire population faible, ressources naturelles immenses. Le Gabon est un pays, n'ayons pas honte de le dire, béni de Dieu, béni de nos ancêtres par la quantité énorme de richesses que nous avons à exploiter, sinon déjà exploiter. Le pétrole, le manganèse, l'or, le diamant et autres, j'en passe. Nous avons une population faible. Oman, Qatar, le Koweït, le Bahreïn, pour ne citer que ces pays, j'inclus également Brunei, sont des pays qui sont comme nous, les ressources naturelles immenses, population faible. Mais, monsieur Ange Snela Pambo, dites-moi, de tous ces pays qui ont les mêmes caractéristiques que le Gabon, quel est le pays qui a fait appel au FMI, si ce n'est le Gabon, parmi tous ces pays? Quand on appelle le FMI, ça veut dire qu'il y a une tare dans la gouvernance. Et qui dit tare dans la gouvernance, dit inégalité. Et quand le FMI arrive, tout le monde connaît les formules chocs du FMI, qui en pâtit d'abord des plans d'ajustement structurel.
ce sont les populations, ce sont les travailleurs, ce sont les fonctionnaires, par le gel des recrutements, le gel des régulations des situations administratives, par le secteur privé également. Parce que, qui dit baisse de commande de l'État, parce que la commande de l'État fait vivre une partie du secteur privé, dit donc licenciement pour motif économique, parfois faillite, et ce sont des emplois qui sont perdus. Le chômage augmente. Donc, ce sont les populations qui sont victimes. Le Gabon, de manière constante depuis 1987, a appelé constamment le FMI. Nous apprêtons, les Gabonais n'ont peut-être pas fait attention, le 17 janvier, lors du dernier conseil, je veux dire le précédent conseil des ministres, il est clairement dit à la page 3 du communiqué final de ce conseil des ministres, formuler, c'est un tiret à la page 3, j'invite tous mes concitoyens à vérifier, mais dire, formuler une demande d'assistance avec le Fonds monétaire international. Un accompagnement? Le Fonds monétaire international ne débarque pas dans un pays par lui-même. C'est comme une banque. Vous allez vers la banque. Vous sollicitez l'expertise de l'institution financière internationale qui est le FMI. Et quand on sollicite le FMI, l'accompagnement là, ça veut dire quoi? Ça veut dire la logique libérale qui incarne les politiques du FMI. C'est-à-dire baisse de la dépense publique. La baisse de la dépense publique passe par la baisse du budget de fonctionnement de l'État, mais aussi la baisse du budget d'investissement de l'État. Dans le fonctionnement, il y a la masse salariale, il y a les fonctionnaires. Et comment geler cette partie du budget, du moins l'ampleur de ces dépenses, pour les contenir, ces dépenses, c'est de jouer sur le point d'indice, c'est de jouer sur les recrutements, c'est de jouer sur le gel des situations administratives. Donc, c'est une recette qui est immuable depuis des décennies, que nous sommes en train de préparer pour application dans les mois à venir. Donc, s'il y a bonne gouvernance, il n'y a pas besoin d'appeler le FMI. Parce que le FMI est un creuset des inégalités sociales. Et ça, c'est le deuxième axe de la vision du PNTP, la gouvernance démocratique. Cette gouvernance, aujourd'hui, présente certaines limites dénoncées pendant plusieurs décennies, incarnées par la gestion des affaires publiques du Parti démocratique gabonais. Il y a aujourd'hui encore certains observateurs qui estiment que trop d'écarts sont constatés dans la gouvernance du Comité pour la transition et la restauration des institutions, même s'il y a évidemment plusieurs choses qui ont été faites de façon positive depuis plus d'une année. Mais comment est-ce que le PNTP définit cette gouvernance démocratique? Pouvons-nous parler réellement de démocratie puisque nous sommes en régime d'exception? C'est cet attelage complexe que nous voyons depuis le 30 août 2023, puisque nous avons un Parlement de transition qui n'est pas l'émanation du peuple. Donc, le PNTP a dit, dans sa déclaration par la voix de son président, que nous accompagnons cette tri en fonction des délais, par rapport aux délais qui ont été prescrits, c'est-à-dire la fin de la transition. Que cette fin de transition se passe dans les règles démocratiques. Et ces règles démocratiques sous-entendent, dans l'immédiat, parce que nous sommes déjà vers la fin de la transition, une élection transparente. Là, c'est une question que nous pourrons aborder peut-être plus tard, peut-être pas sur votre plateau. Donc, il y a ça. Il y a aussi le respect des droits de l'homme. Avons-nous vu prévaloir une consolidation de l'état de droit? Je ne pense pas. Je dis je ne pense pas, mais je dirais le PNTP ne le pense pas. Avec tous les dérapages que nous avons connus par le kidnapping de syndicalistes, je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous en savez quelque chose, avec l'enlèvement, également, kidnapping, enlèvement, c'est la même chose, des agents de la SEG, le seul motif d'avoir parlé de faire exercer leur droit de grève, ils ont subi des atteintes à leur personne qui n'ont rien à voir avec les droits de l'homme. Donc, la transition était censée rompre avec de telles pratiques. C'est-à-dire une ère nouvelle de dialogue. Et c'est pour cela que le président Yama a parlé de l'esprit de la communauté, pour amener au fonctionnement, à la gouvernance, au village. C'était l'esprit comment on appelle, du corps de garde. Tout se réglait au corps de garde. L'esprit du consensus. Le consensus, c'est faire en sorte que tout le monde tombe sur la même position. Est-ce à dire pour le PNTP que ce consensus doit se refléter dans les institutions qui ont pour rôle de pouvoir gérer la chose publique? Le consensus découle du débat.
Nous devons prioriser le débat. Et dans le débat, il y a la franchise. Dans le débat, il y a le respect de soi. C'est pour cela que le premier pilier de notre devise, c'est l'amour. Aimer l'autre comme on s'aime soi-même permet d'aborder les échanges, les débats dans un esprit harmonieux. Respecter l'autre tout comme on se respecte, c'est un des fondements pour arriver à une décision commune, mais qui arrange tout le monde. Le deuxième pilier du PNTP, par sa devise, c'est le travail, qui est tout simplement une émanation de la devise de notre République, Union, Travail, Justice. Le travail est un élément qui fonde l'honneur et l'émancipation de l'homme. Pour revenir à l'esprit de la communauté, l'esprit qu'on a vu pour ceux qui partent au village, comme moi et comme le président Yama l'a si bien dit puisqu'il a grandi au village, c'est un système qui permet à l'autre, ou du moins à chacun, de trouver sa place, de pouvoir faire fonctionner son ménage, pour pouvoir participer aux décisions collectives quand on a le statut, et pour que prime l'harmonie. Nous sommes depuis 1960, avec les indépendances, dans un état dit moderne, c'est-à-dire on a des frontières, on a une suprastructure qui est censée incarner les autorités et le vivre ensemble. C'est à l'État de s'approprier cette notion, parce que l'État naît, tout comme le droit naît, du contexte socio-culturel dans lequel il se fonde. Quelles sont les valeurs traditionnelles que l'État gabonais, sous l'ère du PDG, a pris à bras le corps pour qu'il y ait plein emploi? Parce que, comme je le dis, le Gabon, avec tout ce que Dieu lui a donné comme richesse du sol et du sous-sol, était censé garantir le plein emploi à tous les Gabonais. Nous ne pouvons pas être l'exception au rabais par rapport aux pays que j'ai cités, Brunei, Bahreïn, où c'est le plein emploi, où c'est la santé pour tous, où c'est la gratuité de l'école, où c'est la protection sociale véritable. Mais ces pays, ce sont des hommes comme nous, ce ne sont pas des martiens, les dirigeants de ces pays. Comment ont-ils géré leur pays pour en arriver à de tels résultats? Et pourquoi nous, on n'arrive pas à faire comme eux, alors qu'on a les moyens de faire comme eux? C'est la grande interrogation du PNTP. Et cette interrogation, on trouve la réponse dans le fonctionnement local de nos institutions primaires, je veux dire entre griffes, c'est-à-dire nos communautés rurales. Inspirons-nous de ce mode de fonctionnement et nous verrons que le partage va primer, l'amour du prochain va primer et l'harmonie va être instaurée parce que, quoi qu'on dise au Gabon, il n'y a jamais eu harmonie. Stéphane, William Meillon, alors le constat qui est fait depuis 16 mois, depuis l'arrivée du CTRI à la tête du Gabon, c'est qu'il y a évidemment un bon qualitatif qui a pu être fait dans un ensemble de secteurs d'activité. Il y a aussi des limites constatées dans le domaine de la lutte contre les malversations financières, la gabegie. Le Gabon est un pays riche, mais qui souffre de cette gangrène déjà dénoncée dans les années 70 par Albert Bernard Bongo, la lutte contre les détournements de deniers publics. Quelle est la vision du PNTP par rapport à cette gangrène? Vous savez, il faut tout simplement respecter une institution fondamentale. C'est l'appareil judiciaire. Si l'appareil judiciaire n'est pas libre, s'il ne fait pas son travail, nous allons assister au cinéma que nous assistons depuis quelques mois avec des dénonciations, des détournements, et les mêmes individus se pamanent. C'est le règne de l'impunité. Nous sommes justement, je ne dirais pas c'est le règne, mais je dirais c'est la continuité de ce que nous avons dénoncé avant août 2023, que nous continuons d'observer. Nous n'avons pas besoin d'être anti ou un pro-centriste pour se rendre compte que la justice ne fait toujours pas son travail. La transition a-t-elle donné les moyens à la justice? La réponse, chacun l'a, par ce que nous voyons. A-t-on un parquet fort? Nous voyons que non. Le jour où la justice sera libre dans ce pays, parce qu'elle ne l'est toujours pas, nous allons jouer au, je dirais pas au chat à la souris, mais nous allons assister à un divertissement qui a détourné quoi, et ensuite on va laisser
la rumeur prendre le dessus. Alors, le problème et les débats de de bistrot prévaloir au lieu que ce soit la justice qui fasse son travail. Le problème dans le fond, c'est lequel? On a aujourd'hui une nouvelle constitution qui nous fait rentrer dans ce qu'on a appelé la Ve République, une constitution qui semble avoir donné plus de pouvoir ou d'indépendance à la justice gabonaise, même si certains continuent de dénoncer le fait que le président de la République soit toujours le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le corps judiciaire est confronté à des problèmes sur le plan de l'organisation du travail, il y a des moyens qui manquent cruellement. Est-ce que cette justice peut être efficace dans ce genre, dans ce type d'environnement-là? Mais, Monsieur Pambo, tout à l'heure je vous disais qu'on est dans la continuité. Au niveau de l'appareil judiciaire, nous sommes dans la continuité. C'est pour dire, en résumé, qu'il n'y a pas de changement. La justice n'est pas indépendante. Elle n'est pas indépendante. Mais la justice demande les moyens justement pour pouvoir garantir son indépendance. Il y a un cahier de charges sur la table du ministre de la Justice qui a été élaboré par le SINAMAG, par exemple, le syndicat national des magistrats. Le premier moyen qu'on devrait donner à la justice, c'est de lui donner son entière liberté d'action. Vous savez, aux États-Unis, pour illustrer mes propos en termes d'indépendance de la justice, l'appareil judiciaire aux États-Unis ne fait pas l'objet des nominations, excepté les membres de la Cour constitutionnelle qui sont nommés à vie et qui ne peuvent être révoqués que par la mort. Donc celui qui a nommé ne peut pas enlever un membre de la Cour suprême américaine. Mais aux États-Unis, toutes les autres juridictions ont pour mode de désignation de leurs membres l'élection. C'est l'élection. Élu par les pairs. Élu par les pairs. Et dans certains cas, vous êtes même élu par votre juridiction, votre circonscription juridictionnelle, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que c'est le cas au Gabon? Parce que par un mode électif, le juge sait qu'il a des comptes à rendre à ceux qui l'ont élu. Sinon, aux prochaines élections, il part. Du moins, la fonction qu'il occupe. Ici au Gabon, la justice, ou du moins ceux qui représentent l'appareil judiciaire, ont des comptes à rendre à qui? Ils ont des comptes à rendre à ceux qui les nomment. Malheureusement. La justice n'est pas indépendante. Le premier moyen pour permettre à la justice de faire son travail, c'est quoi? Qu'elle soit libérée de la tutelle des autres pouvoirs, notamment du pouvoir exécutif. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Les juges par des fonctions sont nommés, les juges sont recrutés par voie de concours, et nous savons ce qu'est le concours de l'École nationale de la magistrature. Donc parfois on accède à ce concours, dès la première année de l'école, on est déjà redevable de quelqu'un. Parce qu'on sait qu'on est arrivé, on a gagné ce concours par le pouvoir de quelqu'un. Alors, sur le point de la nomination, justement, de ce qui incarne la responsabilité à la tête de ces différentes juridictions, surtout en ce qui concerne le jeu d'équilibre entre les différents pouvoirs, les trois principaux, pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, il y en a qui existent qu'on ne saurait traduire en acte une forme d'indépendance rigide, qu'il y a effectivement des mécanismes à faire prévaloir qui rendraient souple la collaboration entre ces différents pouvoirs pour éviter justement que l'on ne soit dans un environnement où ces différents pouvoirs-là se regarderaient en chien de faïence, ou qu'il peut subvenir à tout moment des blocages dans la conduite des affaires de l'État. Mais le principe de séparation de pouvoir énoncé par Montesquieu n'est pas là pour bloquer le fonctionnement de l'État. Il est là pour qu'il y ait équilibre. C'est-à-dire qu'un pouvoir ne peut pas prédominer sur l'autre et vice-versa. C'est le principe même de la séparation de pouvoir. Est-ce que dans notre réalité africaine, bantoue, l'indépendance totale des différentes institutions, sommes-nous assez mûrs aujourd'hui pour expérimenter ce type de régime? Si je prends Moïse Ufan, mon nom le précise d'ailleurs,
Dans la société Fang, on avait ce qu'on appelait l'ongil, qui est une sorte de police, une sorte de justice. Mais l'ongil, jusqu'à ce que la colonisation mette son rouleau compresseur pour anéantir ce dispositif endogène de justice, l'ongil se passait plutôt bien. Ça se passe. Et je parle d'une guilde, c'est valable pour les autres communautés ethno-linguistiques du Gabon. Chaque communauté ethno-linguistique avait ses dispositifs pour faire prévaloir la justice. Comment chacun de ces dispositifs arrivait à faire prévaloir? C'est parce que les détenteurs d'une guilde n'étaient pas là par le résultat de l'autre. Parce que la justice, c'est une mission, elle vient de Dieu, la justice. Elle vient de Dieu. Donc, tous ceux qui étaient détenteurs d'une guilde avaient une mission d'exercer un pouvoir que Dieu leur a donné au niveau de la communauté. Donc, il n'y avait pas d'interférence entre l'exercice d'une guilde et l'exercice d'autres rites. C'était comme chacun était dans son couloir. Donc, je ne demande pas de reproduire textuellement, mais c'est l'esprit même. L'esprit même qu'on doit interroger pour qu'il y ait une indépendance et que chacun soit dans son couloir. Que l'un ne dépende pas de l'autre, je parle des pouvoirs, et pour que la société puisse être dirigée de manière harmonieuse, comme le PNTP le demande. Alors, pour le PNTP, ça veut dire que il faudrait que ceux qui incarnent ces différentes fonctions soient des hommes capables de pouvoir trancher avec l'ordre ancien. Mais justement, parce que le coup d'État du 30 août 2023, pourquoi il y a eu le coup d'État? C'était justement la gouvernance d'un système qui avait tant fait de mal aux Gabonais, qui a été remise en cause par le fait des armes. Puisque par les urnes, depuis 1990, ce n'était pas possible. Donc, ce coup d'État qui est venu trancher est censé regarder vers l'avenir. Parce que le Gabon est composé de fils et de filles suffisamment prêts à diriger ce pays sans pour autant qu'ils ne soient comptables de ce qui s'est passé. Parce qu'on veut faire croire que pour que ce pays avance, on ne peut pas mettre de côté ceux qui sont comptables de l'état de déliquescence que notre pays connaît depuis 56 ans, 60 ans, s'il faut parler plus globalement. Il y a des Gabonais qui ne sont comptables de rien, qui ont envie de travailler, qui savent ce qu'ils veulent, mais ceux-là, on ne les cherche pas avec une torche pour parler trivialement, comme on dit derrière, sous les tables. Ils existent. Ils n'ont pas dit qu'ils ne voulaient pas servir le pays. Ils veulent juste être mis devant les responsabilités, qu'on leur fasse confiance, et vous verrez. Et c'est ce que le PNTP veut incarner. Le PNTP n'a rien à voir avec l'ordre ancien. Et pourtant, nous avons existé durant l'ordre ancien. Sous notre casquette, pour parler de moi ou de M. Yama, nous sommes des anciens syndicalistes. C'est notre expérience syndicale qui nous a amenés, qui a mûri et qui a permis à ce que le PNTP naisse. Parce que quand on est un syndicat, on n'a pas vocation à faire de la politique, à conquérir le pouvoir ou à chercher à participer à l'exercice du pouvoir. Nous avons l'expérience dans le monde entier de syndicalistes qui ont laissé tomber leur costume de syndicalistes pour s'engager dans la voie politique pour conquérir le pouvoir, et ils ont conquis Lula, Lech Walesa, il y en a beaucoup, Evo Morales, il y en a suffisamment. Et on peut dire que le syndicalisme est dans ce sens une sorte d'antichambre, parce que dans le syndicalisme, vous luttez pour la dignité du travailleur, des classes ouvrières. Et c'est cette envie de justice qui imprime le combat syndical qui nous a nourris pour amener à la naissance du PNTP, avec des valeurs, lesquelles, c'est les valeurs de travail. Le travail libère, comme le disait Voltaire. Le travail sort l'homme du vice, de l'ennui et du besoin. Et c'est fou, et c'est Voltaire qui l'a dit, mais vous voyez que c'est le fait dans toutes les sociétés. Au village, si vous ne travaillez pas,
vous êtes dans le besoin. Vous Parce n'arrivez pas à que, satisfaire votre évidemment, besoin. que l'oisiveté, on me le dit, est la mère de tous les vices. Voilà, Et la réponse justement. parfaite à l'oisiveté, c'est le travail. Voilà. Stéphane William Meillon, et le constat qui est fait également à la lumière du nouveau code électoral qui permet désormais à certains corps de métier de pouvoir faire de la politique. Les agents de forces de défense et de sécurité, les comptables, les magistrats. Il y a le PNTP dans votre parti politique qui est né le 26 janvier dernier, dans lequel on retrouve plusieurs figures du monde syndical, du monde de l'enseignement aussi. Est-ce que vous craignez qu'il y ait une forme de ghettoisation du landerneau politique? C'est-à-dire qu'on ait des partis dans lesquels on retrouve majoritairement des militaires, des partis dans lesquels on retrouve majoritairement des enseignants, des partis dans lesquels on retrouve majoritairement... Ou bien, non? Non, mais le PNTP, c'est pas le parti des travailleurs, c'est le parti pour le travail et le progrès. Le travail concerne qui? Les travailleurs et ceux qui ont envie de travailler, c'est-à-dire les chômeurs. Donc, qui dit travailleur, qui dit celui qui a envie de travailler, donc le chômeur, dit il y a des familles derrière. Parce que derrière un travailleur, derrière quelqu'un qui ne travaille pas, il y a une famille qui subit la situation de chômage ou qui bénéficie des retombées du salaire du travailleur. Donc, qui parle de travail dit, au fond, l'émancipation des classes, de toutes les classes, dit la dignité, parce que le travail permet de... Derrière un travailleur, derrière un emploi, il y a un projet de vie. Parce qu'on a un salaire, c'est avec ce salaire qu'on va assumer des charges, c'est avec ce salaire qu'on peut se projeter dans la vie et qu'on acquiert son indépendance. Donc, nous ne sommes pas là pour, comment dire, déshabiller Paul, habiller Jacques ou Paul ou Pierre. C'est-à-dire, nous avons mis la valeur travail au centre. Parce que dans nos sociétés traditionnelles, le travail est au centre. Dans nos villages, celui qui ne travaille pas, à la minute, il est même mis de côté par la société. Parce qu'il faut travailler. Et pour revenir justement sur la notion de travail, elle est symbolisée par la couleur, par le vert, qui est une des couleurs fondamentales de notre parti. Le vert, c'est l'espoir. Le vert, c'est le travail. Le vert, c'est la couleur prédominante ici au Gabon, c'est-à-dire c'est la forêt, c'est notre couvert végétal, la savane. Mais tous les matins, dans nos communautés reculées, dans nos communautés rurales, le premier réflexe, aux premières lueurs du jour, c'est quoi? C'est d'aller travailler, c'est d'aller vers la forêt, c'est d'aller vers la savane pour aller travailler et revenir en fin de journée avec le fruit de son travail. Mais c'est cela qui rend l'homme libre, qui rend l'homme digne de pouvoir assumer ses charges. Donc c'est cette notion de travail autour de laquelle on veut rassembler tous les Gabonais, parce que c'est du travail, de ce que le travail procure, qu'on atteint le bien-être, qu'on a, du moins, avec ce que ou du moins le travail vous permet d'avoir. Donc nous ne sommes pas pour ghettoiser les gens, si ce n'est pour que tous les Gabonais prennent conscience que le travail est fondamental. Stéphane William Meillon, on va terminer par cette dernière question. Vous êtes évidemment le PNTP pour l'instauration, on l'a dit, d'une justice sociale équitable. Vous avez passé au peigne fin la gouvernance du CTRI depuis le 30 août 2023. Vous avez reconnu qu'il y a des avancées qui ont été faites, mais qu'il y a certaines limites, certaines carences dans la gouvernance du comité pour la transition, la restauration des institutions. Le tableau que vous avez peint sur le plan social, sur le plan économique est plutôt sombre du Gabon actuellement, mais on est quand même dubitatif quand le PNTP et son président Jean-Rémy Yama disent que le PNTP renouvelle son soutien au CTRI. Pourquoi cette posture ? Non, mais prenez la phrase dans son contexte, dans sa globalité, dans le strict respect des engagements pris. C'est ce que nous disons. Et tout à l'heure, j'ai tenté de l'expliquer. Oui, mais il y a une élection présidentielle qui sera organisée, la date est connue, le 12 avril prochain. Dans 3 mois, c'est plus loin. Donc, on a envie de savoir, est-ce que vous soutiendrez s'il y a un candidat issu du CTRI, comment vous faites, puisque aujourd'hui, vous estimez que le CTRI est en train de prolonger la durée de vie du PDG. Le CTRI est-il un parti politique? Non. Bon. Donc, attendons voir. Mais... Vous savez, c'est comme faire accoucher. Une femme qui vient d'accoucher, on lui demande déjà de penser à la scolarité de l'enfant dans 5 ans.
Mais alors qu'elle n'a même pas encore... La planification. Alors que... C'est la planification, on anticipe. Non, mais la première planification passe déjà par faire établir la naissance à cet enfant. Hein? Sinon, comment pourra-t-il aller à l'école pour s'inscrire? Donc, nous avons un congrès qui arrive. Nous allons organiser notre congrès pour fixer la ligne. Quand bien même on a déjà donné, il y a déjà des bribes qui ont été données de notre ligne politique. Nous sommes un parti social-démocratie, c'est-à-dire qui met l'homme au centre par le travail. Et ensuite, nous allons élire durant ce congrès les personnes habilitées à diriger les instances du parti. Et au moment opportun, compte tenu du contexte électoral qui est déjà là, si on peut le dire, nous allons nous positionner, nous allons vous dire quelle est la position du PNTP. Mais tout à l'heure, je vous disais que nous sommes un parti politique, nous avons vocation à concourir au pouvoir ou à participer à l'exercice du pouvoir. Mais ce n'est pas à n'importe quel prix. Autrement dit, il est hors de question pour le PNTP de donner un chèque à blanc au CTRI. Mais le CTRI, est-ce qu'il est un candidat? Il y a au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions des Gabonais qui peuvent se prévaloir et de briguer la magistrature suprême. Le CTRI n'a pas de candidat jusqu'à présent. Le CTRI est comme le PNTP. Nous n'avons pas de candidat pour l'instant. D'accord. À part si vous nous dites que le président de la transition, c'est le candidat naturel qui s'impose à tous. Mais jusque-là... Vous parlez du CTRI. Non, mais parce que le président de la transition. Non, mais parce que le chef de la transition du CTRI, c'est le président de la transition. Non, on n'irait pas jusqu'à faire un mimétisme entre le CTRI et le PDG. C'est au PDG. Non, je ne parle pas du PDG. Je parle de le CTRI, qui est l'organe qui dirige la transition. Et à sa tête, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, jusque-là, n'a pas de candidat. Du tout. Voilà. S'il y a des partis politiques qui ont déjà des candidats désignés, tant mieux pour eux. Mais vous pouvez au moins reconnaître qu'en l'état actuel des choses, on ne connaît pas qui sera candidat. Donc, laissez-nous le temps, laissez-nous mûrir nos réflexions et vous allez connaître notre position. Mais je tiens quand même à rappeler que nous ne serons le suppôt de personne. Nous avons une ligne directrice et nous comptons la mener dans l'esprit de démocratie que nous prônons pour notre pays, dans l'esprit du débat. Mais il est hors de question que le PNTP s'inscrive dans une position de suppôt. Nous sommes un pays, nous sommes un parti libre, autonome, qui veut d'abord, qui est en train de vouloir s'implanter sur tout le territoire national, qui veut ratisser large. Et au moment opportun, vous pouvez m'inviter à nouveau et je vous donnerai la position du PNTP dans le cadre des élections présidentielles qui auront lieu ce 12 avril. L'invite vous sera faite évidemment, Stéphane William Meillon. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de l'émission présidentielle 2025. On vous dit tout. Je rappelle que vous êtes membre du directoire provisoire du Parti national pour le travail et le progrès, présidé par Jean-Rémy Yama, porté sur les fonds baptismaux le 26 janvier dernier. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur la Matrix, votre web TV généraliste.